Le livre publié, les Soka Hakai ont demandé que j'écrive des petits livres pour eux. Et donc, j'ai écrit un livre qui a été traduit en italien, où, par exemple, j'analyse toutes ces conversations. Je ne sais pas s'ils ont aimé ça c'est autre chose. Ça a été traduit. Ah, je pense que c'est non, le premier a été traduit en italien, puis les Français ont demandé d'avoir un petit livre, et je ne trouve plus celui que j'ai fait en anglais. Et les membres achetaient ces livres, et j'ai été invité alors en Italie, et je devais dédicacer. Donc j'allais avec Liliane d'une grande ville à une autre. Là, en France aussi, on a été invité 2 fois. On était en France quand il y a eu les 2 avions qui ont percuté à New York le bâtiment. On était là à ce moment-là. Et aux États-Unis, j'ai été 2 ou 3 fois aussi parler de ce livre, mais ce qui m'a... J'étais toujours biologé par... Mais pourquoi est-ce que ces gens se convertissent à un groupe, et comment est-ce qu'ils... Mais je dois ajouter à ce que j'ai dit, les Soka Hakai, dans leur environnement, s'ils voient qu'il y a quelqu'un qui a un peu de problème, ils vont accoster cette personne et inviter. Mais c'est vraiment des gens qui ont des problèmes, qui deviennent membres si leur problème est résolu et qu'ils ont été intégrés dans l'organisation par les... Mais c'est terrible comme organisation. Hein? Les gens se rencontrent 1 fois par mois à 1 dizaine et ils étudient le Nichiren Shoshu et tout ça, et on discute les problèmes qu'on a. Mais le Soka Hakai a 2 universités, a établi une université au Japon et une université en Amérique. Ils ont des organisations et des bâtiments qui sont dédicacés à la peinture et il rassemble beaucoup de choses que les Japonais ont fait, comme vous voyez là. Et c'était très intéressant d'aller dans leur institution culturelle, parce qu'on avait vraiment là un aperçu de la culture japonaise. Donc, c'est un groupement... ils ont des députés dans le Parlement japonais, donc ils publient énormément. Donc, ça, c'était ma relation avec la Soka Hakai. Et il y a encore de quelqu'un que je dois parler, donc Jan Swingedouw, qui était à Nagoya et qui m'avait invité. Il y avait Anzai qui était à Tokyo, mais il y avait aussi Abe.
Et ça, c'est le troisième homme qui m'a initié à la culture et à la vie japonaise. Il était recteur de l'université Shinto de Tokyo. Il m'avait connu, et aussi Liliane, à la SISR, et on s'est lié d'amitié avec lui. Et à un certain moment, il est venu en Belgique, il est venu ici, on l'a reçu aussi dans notre appartement à Louvain. Et grâce à lui, on a été invité, par exemple, au Japon pour la Nouvelle An. Et on a été... Je ne sais pas si vous avez vu à la télé comment il tape comme ça sur un instrument qui annonce, et on voit ça, en tout cas en Belgique, on voit ça quand c'est le Nouvel An. On dit c'est déjà le Nouvel An là-bas, et puis ils disent au Japon. Et très souvent, ils montrent comment les Japonais, et surtout de religion Shinto, annoncent la nouvelle année. Donc avec des danses, magnifiquement habillés, c'est vraiment très, très spécial. Et puis on a visité les maisons ou les temples, je devrais dire, au Japon, et on a été visiter ça. Les Japonais, pendant 3 jours, ils vont au temple Shinto, ils vont dans une église chrétienne et ils vont aussi à une religion japonaise. Et c'est très drôle. Ils sont très superstitieux. Et ils viennent là pour demander... Mais voilà, le problème, c'est que chaque religion au Japon a une spécificité. Les bouddhistes, c'est l'enterrement et la culture autour des personnes décédées à la 3e année, etc. Parce que, et ils vont pour les fêtes, pour le début de la vie d'un enfant, de l'enfant 5, 7, 9 ans, ils vont dans un temple Shinto, parce que Shinto, c'est pour la vie. Bouddhisme, c'est... Et qu'est-ce qu'on fait avec les églises catholiques et protestantes? Ça, c'est pour le mariage. Donc chaque religion a une spécificité. Et ils sont, par exemple, Abe, il était le président d'une église, d'une université Shinto, mais il a été enterré comme bouddhiste, parce que la fin de la vie et ce qui est après, c'est bouddhiste. Donc c'était très intéressant de voir ça, comment les gens... et on a été aussi invité par Abe au mariage de sa fille. Et on a eu une bonne relation professionnelle d'abord, mais il nous invitait. Pourquoi? Toujours à Tokyo, parce que quand Abe faisait une recherche dont il a besoin de beaucoup de documents
qui sont dans nos universités, on lui laissait pendant 3 semaines, 2 mois, habiter dans notre appartement. Et puis, sa fille faisait un doctorat, et ce doctorat impliquait qu'elle devait étudier des documents en Belgique, et elle a séjourné là aussi. Donc, ils nous invitaient pour des occasions spéciales, pour remercier qu'ils avaient pu vivre dans notre appartement. Et comme ça, on a très bien connu la culture japonaise, et voilà, et on a beaucoup aimé le Japon. Quels sont mes cours? Parce que vous avez demandé aussi qu'on devait parler non seulement de notre recherche et d'autres choses, des organisations scientifiques, etc. Bon, mes cours. Dès que j'ai été nommé, j'ai donné le cours Introduction à la sociologie. Et je l'ai donné du début à la fin de mon professorat. C'était très intéressant parce que je trouvais que je devais faire 2 choses. Leur donner les concepts naturellement pour qu'ils puissent raisonner et faire des analyses sur base de leur des concepts sociologiques. Mais pour leur apprendre cela, j'étais toujours porté à employer des faits dont ils lisaient dans leurs journaux. Et donc, j'expliquais comment ils devaient employer, et je donnais l'exemple, employer les concepts sociologiques sur ce qui se passe dans le monde et dans leur environnement. Et à un certain moment, donc je donnais ce cours pour les étudiants en sciences sociales et aussi pour les gens qui étudiaient et qui faisaient une licence en sciences religieuses. C'était donc un grand auditoire. À la fin, j'avais vers les 500, 600 étudiants dans mon cours. Et au début, je n'en avais qu'une centaine, mais avec le temps, l'université a recruté beaucoup plus d'étudiants et donc ça a augmenté toujours. Mais j'avais toujours le cours d'abord à 8 heures, mais plus tard, le premier cours ne commençait qu'à 8h30. Et je trouvais que à 10 heures, alors, 10h30, j'étais libre et je pouvais faire ma recherche, etc. Et les étudiants, et j'écoutais toujours les nouvelles à 7 heures pour est-ce qu'il y a quelque chose que je peux employer pour mon cours. Et plus tard, j'ai eu 10 à 12 qui ont fait leur doctorat avec moi. Ils disaient toujours que ça les avait intéressés parce que les concepts, on pouvait les employer, on pouvait faire quelque chose. Ce n'était pas quelque chose qu'on devait lire par cœur, étudier par cœur et c'était terminé. Non, on devait pouvoir les appliquer sur des cas concrets. Et donc, moi j'ai beaucoup aimé ce cours. Mes histoires avec les évêques, ça avait naturellement aussi une répercussion
sur les sciences des religieuses. Et le doyen avait trouvé qu'il allait arrêter d'avoir le cours de sociologie dans son programme. Alors il m'avait invité, tu vois, je dis, il faut que décider, bon. Eh bien, savez-vous ce qui s'est passé? Il y a eu une révolution des étudiants. Ils ont dû garder mon cours parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas quelque chose comme théologie, mais quelque chose qu'on pouvait employer. Et je trouve que les profs doivent très clairement, et Liliane fait ça magnifiquement aussi, très clairement leur aider à, ce n'est pas quelque chose qu'on emploie par cœur et ça sert à quelque chose. C'est les glaces avec lesquelles qu'on regarde la société. Alors, j'avais naturellement un cours de sociologie de religion, donc on analysait les religions à travers des concepts sociologiques, on lisait parce que j'avais lié à ça un cours question spéciale de sociologie des religions, où au fond, où on étudiait des cas spécifiques et on les analysait. C'était très important et aussi, une année à l'autre, je prenais toutes les publications de Parsons ou de Merton ou d'autres sociologues et Durkheim par exemple, et on étudiait, il devait lire et puis on discutait le livre. C'était mon cours de questions spéciales de sociologie. Et j'ai été aussi professeur à l'université d'Anvers. Et là, tout à fait différent de ce que je fais à Louvain, j'avais un cours de méthodologie. Et donc, j'apprenais les étudiants les échelles et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les échelles. Vraiment, comment faire une analyse de données et comment impliquer plus de variables explicatives pour analyser une donnée. Donc ça, c'était les 4 cours les plus importants que j'ai donnés. Et je suis encore toujours très heureux quand je pense qu'il voulait éliminer mon cours et c'était les étudiants qui le refusaient. Pour moi, ça voulait dire que les étudiants s'enrichissaient de mon cours. Ça arrive dans d'autres cours aussi, hein. Mais j'étais toujours heureux que j'ai pu apporter ça à mes étudiants. J'ai eu beaucoup de doctorants aussi. Mais il y a un doctorat, j'ai déjà dit Jacques Billet, hein, mais qui a dû bifurquer vers la méthodologie, les statistiques, etc. Un autre, c'était un anthropologue, et vous l'avez interviewé, De Wes. Et donc, De Wes avait fait son étude à la colonie belge dans le temps. Congo. Oui, au Congo. Et il avait fait son étude sur l'institution rituelle Kita, peut-être qu'il en a parlé, chez les Yaka au Kwango du Nord.
une analyse sémiologique. Alors, je recevais les pages qu'il avait produites et je ne comprenais rien. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est? Et j'étais à ce moment doyen, et je me rappelle que c'était dans mon bureau de doyen que je dis, je ne comprends rien du tout. Eh bien, il faut venir, hein, il disait. Et je suis allé au téléphone, j'ai téléphoné au Fonds national de recherche scientifique, et c'était M. Trast, et M. Trast disait, bien sûr, nous avons des bourses pour ça. Donc, moi, parti au Congo. Bon, c'était dans la brousse qu'il était. Donc, il m'invitait, il venait à Kinshasa. Comme j'étais là, je devais donner d'abord un petit cours. Et puis, je partais après une semaine avec lui pour 2 semaines dans la brousse. Je n'ai jamais oublié ça. À un certain moment, on était arrêtés, la police. Et la police demandait mes papiers. Et donc, je donnais mes papiers. Et il tenait ça à l'envers. Et alors, De West disait ce qu'il y avait dans ce papier. Et moi qui étais là, je voulais tourner ça et dire, je me suis dit, non, non, ne faites pas ça, il ne faut pas les offusquer. Hein. Mais alors, c'était assez difficile pour pouvoir continuer, et il me disait, donnez-lui des cigarettes. Alors je lui ai donné des cigarettes et tout de suite on pouvait partir. Bon, arrivé dans la brousse, comment est-ce que De West allait m'introduire chez le chef? Et ça. Alors il n'avait vu qu'une chose qu'il pouvait faire, c'est un grand chef. Bon. Donc, j'étais défini comme grand chef. Savez-vous ce qui se passait? Ils allaient à la chasse et s'ils tuaient une bête, les 2 cuisses étaient données au chef du village et au grand chef de Alors moi je disais, je ne peux pas dire ça, on va disséquer ça et donner aux gens parce qu'ils n'ont rien à manger. Non, 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 ça je ne pouvais. Bon. Donc j'étais le grand chef. Et pour se laver, on devait descendre jusqu'à la rivière. Et donc, nous deux, on allait se mener. Et à un certain moment, on était des filles qui... 2 blancs, voire nus. Mais la fille du chef du village avait une autre idée. Donc, une fois qu'on était habillés, elle venait avec son ami et notre ami De West devait traduire. Elle demandait si je voulais devenir, qu'elle pouvait venir ma femme. Parce qu'un grand chef, hein, c'est toujours intéressant. Et je disais que j'étais déjà marié. Mais ça n'avait pas de problème. Combien de femmes est-ce que vous avez? Et je disais, 1. C'était fini. Je n'étais plus un grand chef. Parce qu'un grand chef, ça a... Donc, le chef du village avait 4. Mais moi, j'ai rencontré un type qui gérait tout. Il avait plus de 100 femmes. Et alors, je disais à lui, comment est-ce que vous faites ça?
eh bien, je décide un jour si je vais aller avec celle-là ou ceci. Il avait une petite fille à sa main. Oui, c'est une fille à moi, mais je ne connais pas son nom. Je ne sais pas de quelle femme il disait, mais voilà. Mais donc, le grand. Mais j'ai tout de même appris quelque chose. Que nous connaissons, qu'ils ont des critères et qui bloquent avec nous. Un grand chef, il reçoit la première chose, et c'est pour les autres. Donc, nous sommes très souvent, nous réagissons contre le fait que beaucoup de l'argent va d'abord vers les chefs. Quand on analyse les discussions qu'ils ont avec les pays d'Afrique, c'est toujours un problème. Hein, que c'est prévu pour un hôpital, mais une partie va au chef du village, etc. Donc, la tradition est tellement ancrée et l'importance du chef que, avec nos notions, nous n'avons pas d'effet sur eux. Ils veulent encore vivre selon leurs critères. Et c'est ça que j'ai appris là, avec aussi la suggestion de mariage. Et j'avais encore fait une autre erreur. Elle demandait aussi si j'avais des enfants. Oui, j'ai 2 enfants. Ah, ils sont grands. Ben, je dis oui, ils viennent ici. Ça. Mais ça, on ne peut jamais dire, parce que c'est couper la vie. C'est comme on veut cet enfant jusque-là, mais il ne doit pas grandir. Donc, il faut faire comme ça. Donc, il y avait toutes des bêtises que je faisais sans réaliser, mais c'était très intéressant. Je commençais à comprendre mieux les Africains grâce à Deves, grâce à Renate. Je commençais à comprendre leurs rites et ça m'a toujours aidé à comprendre les autres cultures le mieux possible. Et pour ça, j'ai toujours été content que j'ai été son directeur de thèse.